Ce matin, j'ai fait un bout de chemin avec Yannick et puis l'équipe, avec Bruno et la joyeuse équipe. Et je trouve ça très plaisant. C'est une sacrée belle aventure. L'idée aussi d'aller au contact des gens, chercher cette matière aussi, ce patois, l'entendre. Enfin, moi, j'aime beaucoup, c'est une démarche qui me plaît beaucoup. C'est aussi de ça qu'on bâtit les histoires, cette matière vivante, cette matière orale qu'il faut aller chercher. Et puis, c'était aussi drôle hier soir d'entendre les gens discuter, parler, où là, je trouve que s'interroger sur la langue, le patois, et faire parler les gens, c'est une dimension qui la rend vraiment vivante, où on s'aperçoit que c'est pas une langue qu'on va mettre dans un musée. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai le sentiment que quand le milieu du spectacle s'intéresse au patois, c'est souvent pour le caricaturer, ou on le limite souvent au monde des histoires grivoises. Et que du coup, je trouve qu'on passe à côté d'une dimension très poétique, ne serait-ce qu'au niveau des sons, des images aussi que ça procure, certains mots. Et le fait d'aller chercher les histoires, d'aller rencontrer les gens aussi simplement, il y a une démarche très très humaine. Et c'est bien de ça dont on remplit les histoires. Et c'est pour ça aussi que je m'y retrouve beaucoup dans cette démarche. Elle est très séduisante. Puis en plus de ça, c'est aussi un autre rapport au temps. On va pas plus vite que les animaux. Et puis voilà, c'est aussi... Hier, il était question de permaculture et d'être attentif au vivant. Et ben là, c'est être attentif au rythme. On voit pas moi, j'habite Bournezeau et ce matin, j'ai pas vu la commune comme je l'ai vu d'habitude, parce que d'habitude, je passe en voiture, je fais pas attention. Et là, on a même vu qu'il y avait des trous. Attention, trous de blaireau. Je savais pas qu'il y avait ça sur le territoire. Donc, ce rapport au temps, il est vachement intéressant aussi. Je raconte des histoires, mais je les raconte pas en patois. Je comprends, mais j'ai grandi dans un milieu, mes parents parlaient pas patois, mes grands-parents parlaient patois. Mais bizarrement, quand ils s'adressaient aux petits-enfants, ma mamie, elle veillait toujours à faire des phrases le plus correctes possible, comme si elle s'efforçait d'effacer le patois. Moi, je le comprends, j'ai des voisins qui le parlent, et quand ma fille elle les entend, elle me dit mais ils sont de Marseille. Mais mes filles, enfin nous, en tout cas, elle ne le comprend pas, le patois. C'est quelque chose je sens bien par rapport à ma génération, qui est encore de plus en plus lointain, et je trouve qu'il y a urgence à ne pas le laisser partir. Ça fait partie du patrimoine, c'est une langue à part entière. Et au sens où il y a des mots, moi je suis incapable de les traduire en français, parce qu'ils transportent avec eux toute une imagerie, des images, des sons, ça sonne vachement bien. Il y a des mots en patois qui sonnent super bien. Et il y a une petite phrase en marchant qui m'est venue, c'est toi, puis moi, puis lui. Ça fait ta, puis ma pilé, ta, puis ma pilé, ta, puis ma pilé. Et je trouve que c'est très musical. Ta, puis ma pilé, ta, puis ma pilé. Donc là, tu vois, il nous s'arrêtait au village d'Oga. Avec de magnifiques, forcément, de magnifiques granges à deux pans. Très traditionnelles. Quand tu vois là, puis que tu vois cette espèce de maison, là-bas, avec ces tuiles noires, tu te dis qu'il y a là quelque chose qui, au niveau de l'harmonie du paysage, est quand même assez particulier. Et ça, tu ne verras jamais dans un village breton, tu ne verras jamais dans un village basque. C'est-à-dire que le paysage et l'harmonie de maison n'a quelque chose qui fait partie du patrimoine, de quelque chose d'un savoir-faire, d'un savoir-être, d'un savoir-vivre les uns côté des autres dans nos maisons où on respecte un certain nombre de règles communes qui faisant partie d'un héritage commun. En Vendée, ça, on n'existe pas. Comme n'a pas eu de prescripteur pour dire que bien un ensemble, par exemple, de granges comme on a derrière là, eh ben, on peut avoir de la valeur. Personne nous a dit. Et alors, en Vendée, nous avons eu un besoin énorme tout à coup d'être des gens modernes. Et ça, cette modernité d'après la guerre, hein, avec la vente massive des meubles en bois, par exemple aux antiquaires pour acheter du formica. Toutes les maisons, on n'a pas une famille de paysans, ou qu'on n'a pas existé cette histoire-là. On n'a pas une famille de paysans où on n'a pas eu une envie d'avoir une maison moderne, hein, où tu fais en plus ta maison moderne, mais comme tu n'as plus de chouillarde, eh ben, tu fais ta cuisine, souvent dans le garage, l'arrière-cuisine.
C'est quand je parlais au niveau de la langue des théories de Frantz Fanon, qui parlait du colonialisme en disant quand un peuple est colonisé et il commence pour ne pas trop souffrir de cette domination, ben, c'est un sentiment qu'on trouve dans toutes les civilisations du monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il élimine sa langue et aussi tout ce qui caractérise sa propre culture pour prendre les atours de l'envahisseur, du dominant. Donc là, la culture dominante étant celle d'une modernité, la modernité dominante, la modernité économique, on prend forcément la langue, mais aussi les pavillons, mais aussi les meubles du Formica de l'après-guerre, etc. Il y avait tout ça. Aujourd'hui, on pourrait dire que regarde l'attrait pour la technologie moderne dans les peuples tout à fait... Dans les yourtes mongols, tout le monde est connecté. Bon, c'est aussi ça. Mais voilà, ça fait partie des mécanismes quand quelqu'un n'a pas conscience de sa singularité, de son identité profonde. Alors, c'est ça, c'est bien la question, c'est de se dire, il y a une Vendée qui est beaucoup plus fière qu'avant de se dire vendéenne, qui dit oui c'est vrai, et il y a une conscience d'être vendéen qui est énorme par rapport à ce qu'elle a pu être. Alors qu'en plus elle était sans doute sous-jacente, sans doute rapport à ce qui s'est passé en 93, bien évidemment que là il y a eu un fait marquant, quelque chose qui s'est marqué au fer rouge et qui a été révélé sans doute par des événements comme le Puy du Fou, les réussites industrielles, économiques, les événements comme le Vendée Globe. Et en même temps, c'est arrivé très rapidement et il n'y a pas eu quelque chose de... Alors, est-ce qu'on peut... la culture d'un peuple, c'est aussi la culture de tous les habitants d'un peuple. C'est tout d'un coup, c'est un peuple... Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait que les bâtiments ici, il y avait une harmonie des bâtiments? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui se sont habitués à faire les uns avec les autres? Ils ont tous fait de cette manière-là et que ça s'est transmis et qu'il y a tout d'un coup des gens qui ont réalisé le paysage de cette façon-là. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, dans ce pays-là, on a mangé de cette manière-là collectivement? On a fait des choses différentes d'ailleurs. On a parlé différemment d'ailleurs. Là, il y a un truc qui était collectivement intéressant, parce que si ça s'est fait là et pas ailleurs, c'est bien parce que ça correspondait à une singularité. Et moi, c'est ça qui m'intéresse là-dedans, c'est de me dire, au-delà des hardes d'une identité apparente, quoi, de ce qu'on brandit pour d'un espèce de costume folklorique qui pourrait nous servir d'identité. Quand j'habitais dans le Vaucluse, c'était pareil. On sortait tous les 4 ans, les habits folkloriques, on dansait des danses, la taillole, la prof, l'identité, bois. Et sauf que le reste du temps, il ne se passait rien. Et que le pays était avalé totalement par une espèce de décomposition de structures traditionnelles et surtout une standardisation des gens qui pensent tous pareil. Je pense qu'à un moment donné, moi en plus cette standardisation, c'est le contraire de l'émancipation de l'humain. Pour moi, un humain, c'est comme... voilà, c'est ce qui me plaît dans la langue aussi, c'est que tout d'un coup, ma langue justement, comme c'est une langue bâtarde, comme c'est une langue pas finie, comme c'est une langue qui ressemble à des jardins de pépé, où tu as des espèces qui n'avont pas été, bien travaillées, bien croisées, bien hybridées, qui sont restées à un état relativement sauvage, et un jardin qui n'est pas totalement rentable, mais ces espèces-là, cette qualité-là, eh ben, elle n'existe que là, quasiment. Et moi, il y a des questions, sur cette chose-là qui me semble essentielle, c'est la conscience de soi. Moi, je trouve que justement, un peuple qui grandit est un peuple qui a plus conscience de soi et qui s'émancipe donc davantage collectivement. Et ça, je ne suis pas sûr, tu vois. Alors, on a une réussite économique vendéenne qui est absolument hallucinante et qui est encore pas très connue à l'extérieur. On garde encore l'image d'une espèce de Vendée liée à De Villiers et ses excès de langage politique.
Même si on reconnaît sa réussite au niveau du Puy du Fou, mais ça un petit peu, c'est l'arbre qui a caché la forêt, quoi. Mais cette réussite, c'est comme si tout d'un coup, les maîtres d'avant, on les avait remplacés par les entrepreneurs d'aujourd'hui. Il y a une même fascination pour les va-devant, quoi. Et la même sous-traitance de soi-même. C'est-à-dire comme si, collectivement, c'est bien qu'on se met en sous-là, puis on suit des gens comme ça, fort, mais on ne se prend pas en charge individuellement. Donc la force collective, peut-être ça, ouais, en réfléchissant tout haut, peut-être ça. La force collective de la Vendée est aussi sa faiblesse individuellement. Individuellement, comme si les gens ne se prenaient pas en charge, donc étaient beaucoup plus soumis aux incidences, aux influences des médias, de l'extérieur, comme si là, il y a une conscience de soi très faible, quoi. Alors que collectivement, je trouve que c'est encore un département très fort. Moi si j'étais de bois, je serais de ce bois qui fait les goélettes. Et je giflerais l'eau. Et puis qui sait, moi, pour dire, faire nos diagnostics sur la Vendée. Après, c'est ça, c'est surtout ça qui m'intéressait de toute façon dans cette berlandinerie là. On a rencontré quand même des gens exceptionnels tout du long déjà. De toute façon, partout où on va, tu sais, ce qu'on dit tout le temps, c'est qu'on emmène sa misère avec soi. Et une histoire comme ça qui est racontée où il y a un type qui arrive à un croisement, puis il voit un homme, puis il lui dit « Ah, le clocher qu'on voit là-bas, comment ils sont les gens ?» Ah, il dit, le pépé qui est là au coin du chemin, il dit « Mais comment ils étaient d'où tu viens, toi ?»« Ah, j'étais hargneux, ils étaient méchants, ils étaient jaloux, c'est saligots. » Alors passe ton chemin, tu verras ici, ils sont pareils. Et après vient un homme qui arrive et qui dit « Ah, il y a un clocher de village là. Alors, peut-être y aller, moi. Les gens, ils sont comment là ?» Puis il pose la même question. Il dit « Ah oui, chez moi, bon, c'était un endroit formidable, des gens extraordinaires, avec, il y avait de l'amour, il y avait de l'amitié, il y avait d'autres choses, mais c'était bien. Bah allez, rentre, tu seras chez toi ici. » C'est ça, c'est la même histoire. On traîne ce qu'on est avec soi. T'as beau changer de monde avec qui que tu vives, quand tu changes de femme, à chaque coup, tu refais la même bêtise, de toute façon. Si j'étais un volcan, je ferais un boucan tel que des antipodes. Hein? Quelques siècles après, encore on parlerait de terreur et d'exode. Moi si j'étais le feu, j'aurais pour qui le veut de profondes caresses. Et pour qui ne veut pas, je ferais un trépas de lumière et d'ivresse. Vivre, 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 Ah, vivre, vivre. le trésor est là. Ça est la plus belle eau dure du monde. Ça, tu vois, un pilote-biais, tu vois, l'eau dure de ça, l'eau dure d'eau métis, l'eau dure d'eau biais. Mais ça, tu vois, le ravissement. Nous recherchons toujours une forme d'amour. Ça est extraordinaire. Qui nous délivre. Youhou! Notre fille ou garçon, nous avons nos chansons, alors servons-nous d'elles. Putain, tu ne peux pas t'imaginer dans quel état qu'on peut me mettre ça. Pour mélanger nos voix à tout ce que l'on croit être ce qu'on appelle